Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric. Comme je vous l'annonçais il n'y a pas très longtemps, je suis actuellement dans le sud de la France avec quelques amis et c'est assez marrant parce qu'on s'est fait la réflexion. En fait, tous les gens qui sont autour de cette table font du théâtre à leur façon et justement, je voulais avoir cet spécial épisode rien que pour vous, pour avoir l'avis de personnes qui font du théâtre depuis plus ou moins longtemps. Alors j'ai autour de moi Daniel, Nicolas, Damien et Laurent. Salut les garçons. Salut Cédric. Alors on est bien installés, tranquillement en train de prendre l'apéro dans une belle maison très agréable du côté de Nîmes. Et voilà, donc on va commencer tranquillement ce 18e épisode des Théâtreux. Pour commencer, je voudrais savoir, alors après celui qui voudra commencer s'exclamera, que vous a apporté le théâtre dans votre vie? Qui veut commencer? Pas tous en même temps. Donc, tu dis que les gens font du théâtre ici, mais moi je fais pas de théâtre aujourd'hui, il faut le dire. T'en faisais. Je n'ai fait. Et tu vas en refaire parce que... En fait, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans. Peut-être que vous ne saviez pas, là, vous. Alors, présente-toi, parce que... Alors, c'est Daniel qui parle, pour information. Bonjour, monsieur, dame, je m'appelle Daniel. Je suis le mari de Cédric, ici, sur la table. Et oui, en effet, il a voulu nous inviter, tous ses amis proches et moi-même, pour parler de notre parcours théâtral. Par contre, oui, en effet, ça fait plusieurs années que je ne fais pas du théâtre, puisque, pour plusieurs raisons. En revanche, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans, de ma ville natale, à Medellín, en Colombie. Et j'étais éduqué dans une école, c'était une école de théâtre, mais il y avait des cours pour les enfants d'initiation. Et j'ai fait 3 ans d'affilée. Une fois j'ai coupé le théâtre puisque en fait apparemment je devenais très afféminé et mes parents ont décidé de ne plus continuer à me payer l'école de théâtre. Mais je rêvais d'être dans une telenovelas et de être le beau gosse de la telenovelas. À l'époque j'adorais la télé et du coup le théâtre c'était un moyen. Après, j'ai connu le théâtre avec un prof équatorien. C'était mon prof d'espagnol. Et on a fait du théâtre à l'école, mais avec un certain niveau, pendant des années, presque la fin du collège. Puis avant de venir en France, j'ai fait du théâtre bilingue, histoire de pratiquer mon français, etc. à l'Alliance française en Colombie, avec Mimi, là que tu l'as interviewée déjà. Elle était ma prof de français. Et on faisait partie de la même troupe de théâtre aussi. Donc j'ai connu le théâtre avant de venir en France. Et une fois en France, j'ai fait une année dans une école, dans des cours à Paris. Où je voulais découvrir le théâtre en français, parisien, etc. Chose que j'ai fait, mais j'ai pas continué pour des multiples raisons. Voilà, c'est un peu mon petit parcours. On peut dire aussi, donc, outre Mimi, qui est l'un des épisodes des Théâtreux, ta prof de théâtre dans laquelle tu as voulu recommencer dernièrement, c'est Grécia. Oui, parce que en fait, Instagram propose pas mal des choses, et du coup, j'ai découvert qu'à Paris, il y avait des cours de théâtre de ma langue maternelle, chose qui m'a beaucoup attiré, puisque pour moi le théâtre c'est cathartique, c'est plus spirituel qu'autre chose, et je trouve que dans ma langue maternelle ça vaut le coup. On verra bien si je continue cette année ou pas, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité à Paris et je trouve ça génial. Et on découvrira un petit peu plus tard aussi dans le podcast quelle est ton actualité, qu'est-ce que tu fais pour le théâtre actuellement, entre autres, il m'aide, mais il y a d'autres choses qu'il fait exactement. Mais la question d'origine, puisque ça c'était une autre question, c'était qu'est-ce que le théâtre t'a apporté dans ta vie?
Le théâtre, qu'est-ce qui m'a apporté dans ma vie? Une certaine spontanéité que j'ai beaucoup perdue, mais que j'essaie de récupérer petit à petit. Le théâtre m'a permis un peu de me débrouiller, de m'adapter un peu dans tous les milieux. Le théâtre me donne la possibilité de me sentir plus sûr de moi dans certains moments, mais dans le bon sens. Je crois avoir cette capacité de me débrouiller devant un public, d'exprimer un peu mes idées devant les gens. Et c'est plutôt sympa. Au niveau professionnel, ça m'aide énormément. J'ai aucun souci pour parler devant 200-300 personnes, chose que je fais de temps en temps au taf, de diriger des trucs faits devant les gens, ça me fait pas du tout peur. Certes, j'ai un peu de trouille, mais j'aime bien cette petite trouille et j'y vais quand même. Voilà. Super. Laurent, toi qui as peut-être le plus d'expérience autour de cette table, est-ce que tu peux nous dire déjà, peut-être comme l'a fait Daniel, quel est un peu ton parcours et depuis quand tu fais du théâtre et qu'est-ce que ça t'a apporté depuis toutes ces années? Alors moi je fais du théâtre via de la comédie musicale. Voilà, donc j'ai commencé par la chanson. En fait moi je suis venu par le théâtre par mon ex-femme qui m'entendait beaucoup chanter. Et j'avais une de mes filles qui faisait de la danse classique et on allait voir son théâtre, son spectacle de fin d'année et c'était au milieu d'une espèce de chorale, et quelquefois ils chantaient, il y avait de l'opérette, les enfants venaient danser au milieu et du coup mon ex m'a dit à l'époque mais ça tirait vachement bien. Et je me suis dit oui, effectivement. Et à ce moment-là, en fait, il y avait une de ses collègues qui avait son mari qui cherchait une troupe de théâtre, de comédie musicale. Et j'ai eu le contact, je me suis inscrit, et du coup, ça fait 12 ans. Ah, ça fait 12 ans déjà que tu fais ça? 12 ans que je fais de la comédie musicale. Et donc voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte un petit peu tout. C'est que déjà, moi, je fais partie d'une troupe où on a un fort niveau de créativité, de création. C'est-à-dire qu'on fait de la comédie musicale, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas des stars au milieu de chacun. Et souvent dans les comédies musicales, il y a 3-4 rôles principaux et après ce sont des rôles secondaires. Nous l'objectif c'est d'avoir une forme d'équilibre entre chacun. On a une troupe où on oscille autour d'une dizaine de personnes. Et donc du coup on est obligé de faire de la création. Ce qui est génial, c'est que ça permet de créer. Et comme moi, du coup, dans la vie de tous les jours, je fais plutôt des mathématiques. Je suis plutôt dans un univers qui est loin du théâtre. Et ça me permet en fait de m'extérioriser, de faire des choses, d'écrire des chansons sur de la musique qui existe déjà. Mais on réécrit tout pour que ça raconte une histoire. Voilà, ça permet de développer la créativité. Puis c'est aussi une histoire de cœur, parce que quand on fait du théâtre, finalement, quand on crée quelque chose, il y a quelque chose qui se passe avec la troupe. Et d'année en année, ça devient une famille, finalement. Donc ça m'apporte un lien social très important. Et ça permet également d'arriver peut-être plus à improviser, d'être plus à l'aise en public, de moins avoir peur, de moins se regarder, de moins s'écouter. Et de juste profiter, faire les choses sans trop se poser de questions. Donc pour moi c'est quelque chose d'aujourd'hui vital qui m'anime au quotidien, professionnellement et que je ne pourrais pas me passer. Très bien. Et toi Damien, du coup, est-ce que toi qui as une expérience plus récente mais qui commence maintenant à t'enrichir de plus en plus, est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu ton parcours par rapport au théâtre et donc depuis quand exactement tu en fais et qu'est-ce que ça t'apporte depuis que tu en fais, s'il te plaît? Alors bonjour Cédric. Voilà, donc moi je connais le théâtre depuis je pense 20 ans, j'étais à la fac, j'avais une très bonne amie qui faisait du théâtre d'impro et j'avais essayé à l'occasion et j'avais trouvé ça hyper fun mais j'avais pas le temps, pas le courage, pas tout ce qu'il fallait pour faire ça. Donc j'ai dit plus tard, on verra.
Et puis, plus je prenais de la sagesse et plus ça me faisait envie de regoûter à ça. Mais pas forcément sur un format impro. Et comme je connais des gens, et notamment mon mari qui fait beaucoup de spectacles vivants, au détour d'Instagram, j'ai eu une pub d'une école parisienne bien connue. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et donc j'ai démarré il y a 2 ans. Et là, je me suis redécouvert dans une discipline qui finalement me va bien, me plaît bien, où j'étais plutôt libre et assez facilement. Et donc du coup, qu'est-ce que ça m'apporte ? Légèreté, bienveillance, spontanéité, le jeu, le plateau, la rencontre de plein de gens et la diversité de tous les rôles qu'on peut jouer et toutes les complexités sur lesquelles on peut s'attacher et mettre en œuvre. Trop bien. Trop bien. Et le petit dernier de la troupe qui a commencé très récemment à faire du théâtre, c'est Nicolas. Alors Nicolas, écoute, bonjour déjà. Bonjour. Et du coup, dis-nous tout. Depuis quand exactement et par quel biais tu as commencé à faire du théâtre et qu'est-ce que ça t'apporte depuis que tu as commencé ? Alors moi, effectivement, c'est une expérience très récente, forcément, puisque je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, de près comme de loin. Donc je n'ai absolument aucune expérience. Je n'avais aucune expérience dans le théâtre. On va dire que je me suis lancé parce que autour de moi, il y avait quand même beaucoup de personnes qui le pratiquaient. D'ailleurs, tout le monde autour de cette table. Donc forcément, ça aide beaucoup. Et la décision a été prise, c'était il y a 3 ans. Mais j'ai eu un petit souci, donc j'étais obligé d'arrêter tout de suite. Donc on va dire qu'au bout de 2 semaines, le projet était mort-né, mais pour un problème d'audition, donc c'était un peu embêtant pour faire du théâtre. Et 3 ans plus tard, du coup, on va dire que l'occasion s'est représentée dans de meilleures conditions. Et j'ai été amené à travailler avec Laurent pendant 1 an, à partir de septembre 2024, pour une représentation qui a été faite il y a à peu près 1 mois. Donc je suis plus vierge de, on va dire, de 4 représentations. On parle de théâtre. On parle de théâtre, évidemment, bien sûr. Mais tu seras toujours vierge, tu sais. Bien sûr. Bien Les sûr. consignes ont été respectées. Et qu'est-ce que ça t'apporte Alors, depuis que tu as commencé ? Alors déjà, je pense qu'il y a... c'était pas écrit, c'était dans un coin de ma tête. Je me suis dit, un jour peut-être, je ferai du théâtre. Et surtout, est-ce que je serai capable de monter sur scène ? Voilà, c'est surtout la finalité. C'est, comme tout le monde, on peut faire le pitre avec ses amis. On peut être jovial, on peut... être très communicant ou pas, enfin bref, voilà. Mais est-ce qu'on est capable d'apprendre un texte, de se contrôler, d'être soi-même, mais à partir d'un personnage, et d'avoir une espèce de discipline, c'est-à-dire de respecter les gens qui sont autour de soi, puisque là on était quand même 11 sur scène, donc c'est quand même beaucoup. Et donc je pense que le challenge a été plutôt réussi pour moi. Et je trouve que quand on tombe dedans, effectivement, on a envie de recommencer. Je pense qu'effectivement, j'ai plutôt envie de recommencer, effectivement. Voilà. Mais c'était un succès, mon père est venu me voir, enfin les gens sont venus me voir. Ils étaient très contents de nous voir avec Laurent, effectivement. En plus, on avait un super tableau. Ce qu'il faut dire aussi, c'était de la comédie musicale. Donc en plus, c'est du chant. Et donc je n'avais jamais chanté avant. Donc il y a des cours qui ont été pris, on va dire quelques mois avant les premières représentations. Et ma foi, on s'en est très très bien débrouillé. Et je suis très content d'avoir participé avec Laurent justement. Donc ça aide quand même quand il y a quelqu'un, on a un papa théâtre, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, qui te pousse et qui même quand c'est difficile, quand il y a beaucoup de choses à apprendre, de rester en lice et d'être bon au moment venu. Je crois que personnellement c'est une réussite. Voilà. Parfait, super. Ma seconde question, ça va faire un rappel par rapport à votre, on va dire votre enfance, ou peut-être plus récemment, je ne sais pas. Quel est votre premier souvenir dans un théâtre ? Qui veut commencer ? Moi.
Moi, mon premier souvenir dans un théâtre, c'était que j'étais en primaire et on faisait un spectacle sur le bicentenaire de la Révolution française. Et du coup, on a monté un spectacle avec la classe. Et alors, je ne saurais pas dire quel était le rôle que j'avais, mais je sais juste qu'on chantait la Marseillaise, qu'on faisait des tableaux liés à la Révolution française, et que c'était donc à la salle Barbara de Saint-Ouen-sur-Seine. Voilà. Coucou. Super. Qui d'autre? Moi, c'était plutôt le théâtre des Guignols que j'ai découvert. Ah. C'est mes tout premiers souvenirs. Ma mère ou ma tante, je sais pas qui, en fait, nous ramenait en centre-ville. Il y avait tous les samedis des spectacles des marionnettes et des guignols. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça magique. Ça m'a touché énormément. Et en tant qu'enfant, oui, je savais que c'était des morceaux de tissu, mais ça m'a transporté. Et je trouvais ça génial. Parce que le théâtre, il faut le dire, c'est pas que la personne, en fait, sous les tables, etc. Il y a aussi plusieurs types de théâtre, y compris le théâtre des guignols et des marionnettes. Et ça, je trouvais fantastique. Mesurer la voix, même l'intention, la corporalité. Et finalement, parce que je l'ai essayé une fois, finalement, ça se voit en fait sur la marionnette, sur le guignol. C'était mon tout premier souvenir. Super. Qui d'autre? Moi, j'en ai deux, en fait, qui me viennent. Qui avaient deux enfances. Déjà, j'ai un premier souvenir qui me vient à l'école, où c'est pas forcément un spectacle, c'est l'apprentissage d'un texte. C'est que quand on est à l'école, en fait, on nous donne quelquefois des poèmes à apprendre. Et nous, on nous avait demandé d'apprendre un acte du Médecin malgré lui. Et en fait, j'ai appris ce texte. Et en fait, je le connais encore, en fait, alors que ça faisait très longtemps. Et je trouvais ça tellement incroyable parce qu'il y avait un côté jouissif à le déclamer, en fait. Il y a quelque chose de très extraverti, de très voilà, et du coup, je m'éclatais en fait à apprendre et à dire le texte. Donc ça, c'est pas forcément un spectacle. Mais je suis rentré déjà sur ça. Et après, enfant, lors de mon premier voyage à Paris avec mes parents, j'étais allé voir une comédie musicale. Et alors je sais plus du tout de quoi ça parlait, rien du tout, mais j'ai le souvenir d'un moment hyper sympa. Voilà, de la découverte d'un spectacle vivant, où ça chante, où ça danse, où ça joue. Et voilà. Trop bien. Nico? Alors moi j'en ai pas, tout simplement parce que je m'intéressais pas forcément au sujet de base. Par contre juste raconter une petite expérience au théâtre. Effectivement j'ai assisté à une pièce avec que deux personnes. Ces deux personnes étaient très amoureuses et ce qui s'est passé c'est que elles étaient dans le déclin. Et je trouve que c'est la performance scénique la plus incroyable que j'ai vue, où les deux personnes se sont détachées, pleurées sur scène. On n'était qu'une dizaine en plus dans la salle et ça a été incroyable, touchant. Tout le monde a pleuré en même temps que les spectateurs ont pleuré aussi. Et voilà, c'était juste pour raconter une petite expérience. C'est ce qui m'a le plus marqué, à part évidemment tout ce qui est Chantal là-dessous, parce que moi je suis fan de ces trucs, de ces théâtres comiques. Mais voilà. Super, trop bien. Justement, comme on parle de choses qui touchent les gens personnellement, j'aimerais savoir quel type de théâtre, parce que Daniel disait très bien, il y a plusieurs types de théâtre, quel type de théâtre vous touche personnellement? Qui veut commencer? Du coup, je peux continuer. Je t'en prie. Effectivement, le théâtre comique, ça me parle beaucoup plus, surtout avec des têtes d'affiche. Alors, c'est très mainstream, mais bon, voilà. Après, les petites pièces de théâtre, j'ai appris à les aimer grâce, toujours pareil, avec chantant sur la scène, avec Laurent, parce qu'on voit qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas des personnes importantes, on n'est pas des gens qui viennent du théâtre de base, ou alors on n'a pas été éduqués dans ce sens-là, que on ne peut pas en faire. Par contre, effectivement, si on tombe sur les bonnes personnes pour nous conseiller, si on a une petite idée, si on a envie c'est pas une épreuve, mais de se prouver quelque chose à soi-même, ouais, c'est une super expérience, quoi, vraiment. Ouais.
Chantons sur la scène, c'est le nom de l'association. Oui, pardon, excusez-moi. pour Chantons information. sur la scène, c'est effectivement le nom de l'association de la comédie musicale qu'on fait maintenant, que Laurent fait tous les ans, Ouais. et que cette fois j'ai participé. Qu'on aura largement le temps de présenter. Oui. Évidemment. On fera de l'auto-promo de différentes compagnies. Il n'y a pas de souci. Mais très bien. Et quel est un autre type de théâtre qui veut... Ouais, alors pour le coup, moi cette année, j'ai commencé une classe de théâtre, on a été 16, avec une prof, une metteuse en scène qui est géniale, et elle nous a emmenés au théâtre tout au long de l'année, donc on a dû voir facile 10-15 pièces dans l'année. Justement, un des objectifs, c'était de nous faire rencontrer plein de troupes, plein de types de théâtres différents pour essayer de voir déjà comment les gens se positionnaient au regard de ce qu'ils devaient jouer, et essayer de trouver la vibration par rapport à un type de théâtre qui pourrait plus nous correspondre. Donc je ne sais pas répondre à cette question-là. Néanmoins, force est de constater que les pièces où le quatrième mur tombait, où il y avait une résonance avec le public et souvent de l'absurde, c'est quelque chose qui soit me faisait vibrer dans l'émotion, triste ou pas triste d'ailleurs, soit très comique. Donc quelque chose qui peut être sérieux, un sujet sérieux, mais qui est traité d'une manière ouverte et volontairement hors limite, ou des choses absolument pas sérieuses, mais qui sont traitées sur un prisme sociétal et qui du coup renversent le prisme du sujet initial. Mais je pense qu'effectivement le point convergent, c'est que systématiquement le quatrième mur était tombé. Et donc j'étais pris à partie dans la pièce d'une manière ou d'une autre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que... Donc le quatrième mur, c'est que quand on fait une pièce de théâtre, on a les trois murs du plateau et le public étant quelque chose d'invisible, donc c'est le quatrième mur. Et que dans certains cas, la mise en scène fait que les comédiens sur scène interagissent avec le public, et c'est là où on dit que le quatrième mur tombe. Exactement. Merci pour cette précision, parce que les gens forcément ne savent pas ce que c'est, et effectivement c'est un terme technique, et moi c'est un théâtre qui me touche aussi personnellement, parce que j'aime beaucoup l'interaction avec le public, même si en tant que spectateur je déteste être utilisé entre guillemets en tant que spectateur, mais j'aime bien en revanche dans la mise en scène je sais pas, quand il y a une interaction, je sais pas, il y a un truc qui se passe encore plus, et il y a... Ouais. Par contre, tu vois, quand j'ai joué sur scène, Ouais. Je pense que pour la première fois que je jouais sur scène, j'aurais été incapable d'interagir avec le public. Eh oui. Ah ouais. Parce que c'était la première fois. Parce que c'était la première fois, je pense. Ok. Garde bien cette réponse en tête, parce que ça va faire partie d'une autre question. Mais Laurent. Alors moi j'aime beaucoup de types de théâtre différents, donc forcément la comédie musicale. Ah bon. Ah bon. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime pas forcément toutes les comédies musicales, mais je suis forcément, moi j'aime les belles voix. Donc j'aime les chorégraphies. Voilà, quand il y a de la pêche, et globalement j'aime quand il y a du rythme. Quand je regarde les choses, c'est-à-dire que quand il y a des spectacles qui sont un petit peu trop introspectifs, j'accroche moins, parce que moi quand j'y vais, c'est aussi pour me divertir et pour voilà, c'est pour passer un moment plutôt agréable. Donc j'aime beaucoup les théâtres, les spectacles what the fuck, voilà, donc qui partent un petit peu dans tous les sens, également, voilà. Et alors j'ai pas une trop grande expérience de théâtre, mais j'ai pu quand même voir des théâtres de type Commedia dell'arte, où j'adore, parce que c'est très extravagant, c'est très caricatural. J'aime beaucoup le théâtre caricatural, comme Feydeau, aussi le Dindon, le théâtre qui a du rythme. Ouais. Mais dernièrement, en fait, justement, Damien m'avait fait découvrir un spectacle qui parlait de la mort. Comment ça s'appelait déjà ? Un sacre. Un sacre. Donc à la base, j'y serais pas allé, mais c'était extraordinaire, parce que j'ai découvert en tout cas un autre type de spectacle qui était basé sur de l'émotion, sur de la vérité, c'était des témoignages d'histoire
Ça racontait pas forcément une histoire unique, mais avec une espèce de fil conducteur entre chaque histoire qui était donnée. Et en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir plusieurs autres types de théâtre. Ça va parler à Daniel. Est-ce que je connais un peu tes goûts, mais... Je vous écoute tous et je sais pas. En fait, je suis pas un grand connaisseur de théâtre. Et j'avoue que la plupart du temps que je vais au théâtre, j'aime pas ce que je vois. Et je me dis, est-ce que je suis chiant ou est-ce que je suis très exigeant? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Non, parce que... Bon, quand j'étais éduqué en théâtre, dans le théâtre, c'était quelque chose de très sacré. Donc il y avait un certain respect par la scène, par les tables, etc. Et du coup, quand je ne vois pas ça, immédiatement je déconnecte de la pièce. Donc c'est vrai que quand je vois peut-être le théâtre classique, un théâtre plus élaboré, avec des gens entre guillemets qui font de ça leur métier, que tu vois que c'est quelque chose de bien organisé, ça j'adore. J'adore aussi le théâtre populaire. Peut-être en France, on le voit moins, mais en Amérique latine, on le voit très souvent. Disons qu'on se sert des cultures autochtones pour faire du théâtre, ou même on mélange les personnages en fait de plusieurs âges, des enfants, il y a des adultes, des personnes un petit peu plus seniors, etc. Ça, j'adore quand il y a tout ça. J'aime moins, par exemple, à Paris, je vais pas dire les noms, mais ça arrive de temps en temps d'aller voir des pièces, des gens qui sont assez connus entre guillemets, que tu vois deux personnages sur scène, l'une très connue, l'autre pas trop, et du coup ils font des conneries, ça m'énerve le théâtre qui hurle, qui crie pour rien, ou que tu trouves pas l'intention en fait dans les mouvements. Je vais dire une des dernières pièces que j'ai adoré. Tu vas me rappeler le nom de ton invité, mais c'est mon spectacle. Mais j'ai adoré. Non, c'était pas ton spectacle, désolé. C'était Et Dieu créa les hommes. Et Dieu créa le sport. Et Dieu créa les sports, pardon. J'ai trouvé, en fait, c'était pile poil ce que j'aime. C'était un truc hyper bien fait. Il y avait une chorégraphie des mouvements, il y avait une conscience du corps de chacun des personnages. Ça m'a beaucoup touché. Et j'adore le théâtre qui touche mes sentiments. Contrairement à l'autre, j'aime bien quand c'est profond, quand ça me fait vivre quelque chose. J'aime beaucoup le théâtre politique aussi, qui dit quelque chose, qui revendique quelque chose ou qui pose des questions sur la vie, parce que le théâtre c'est la vie, comme on le dit. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Voilà. T'aimes les pièces dites peut-être plus intellectuelles. Je sais pas si intellectuelles, aussi, parce que j'ai vu aussi des pièces entre guillemets intellectuelles qui je me merde en fait. Oui, c'est trop intello, c'est chiant. Oui, mais parfois je vois des trucs hyper intelligents, je sais pas, il faut que ça me touche en tout. On parlera des différents coups de cœur théâtre un peu plus tard, mais merci déjà pour vos réponses. Une autre question, et ça va être très, très intéressant de savoir, c'est comment s'est passée votre première expérience au théâtre? Qui va commencer? Qu'est-ce que tu entends par première expérience au théâtre? Vous, en tant que oui, votre première expérience, c'est-à-dire que sur scène, oui, idéalement. Plutôt sur scène. Ouais. Première expérience sur scène. Ouais. Comment ça s'est passé? Je vais y aller alors du coup. Toi, c'était très récent. On ne parle pas, alors, c'est très récent. C'était extrêmement récent. C'était le mois dernier. Et on m'avait prévenu, tu vas voir, tu seras pas trop stressé, on va dire, dans les 2-3 semaines avant. Et puis, en fin de compte, la dernière semaine, effectivement, ça a été un peu... les derniers jours avant, ça a été quand même assez compliqué. Même si je dormais bien, je veux dire, dans la tête, il y avait quand même pas mal de petites étoiles qui se tapaient dessus. Et finalement, après une très grosse respiration, ça épuise énormément. C'est-à-dire que tu es très concentré, tu essaies de tout contrôler. Tu sais que le public est là, et en plus on a fait un exercice extrêmement compliqué au tout début, puisque nous étions déjà sur scène pendant que les spectateurs s'installaient, et ça durait environ 10 minutes. Alors l'exercice est louable la première fois, et c'est très très formateur, puisque en fait ça dilue un petit peu le stress qu'on peut avoir, parce qu'en fait
moi j'ai fait en sorte de ne pas regarder le public. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, le public s'installait. Je n'ai pas regardé, comme tu disais, le 4e mur tout à l'heure. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Et donc ça s'est plutôt bien passé parce que je les entendais s'installer, tout ça. Donc la pièce de théâtre avait déjà commencé dès l'ouverture des portes. Du coup, quand ça a vraiment commencé, les premières phrases, alors c'est incroyable la sensation qu'on a des premières phrases, c'est tu les sors, c'est comme à l'école, c'est exactement pareil. La prof te demande de te lever pour une réponse ou réciter quelque chose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans un tunnel, tu passes et ta phrase, elle passe sur 5 cm de diamètre et faut que ça aille sur des rails. Donc c'est très crispant, on est plutôt crispé. Voilà. Après, 2e phrase, 3e phrase, etc. En plus, moi, j'avais un peu des trucs sportifs. Donc, j'avais tout de suite... je devais courir, en plus, sur scène, de gauche à droite plusieurs fois. Donc, 3 fois, dans les premières minutes. Donc, je pense que ça m'a détendu, en fait, de courir sur scène. Donc, j'avais du texte et je devais courir sur scène. Ensuite, grosse pause. Parce qu'en fait, premier tiers, on était sur scène. Enfin, j'étais sur scène. Et dernier tiers, j'étais sur scène. Et là... la descente aux enfers un petit peu, puisqu'on attend pendant quasiment 20 minutes de remonter sur scène. Donc là, introspection très importante. Et puis le texte, voilà, je suis pas quelqu'un qui... je veux pas dire que je retiens pas le texte, mais quand c'est la première fois, c'est toujours difficile. Voilà, c'est toujours pas forcément bien. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé la première fois. Et je voudrais finir par, j'ai eu les mêmes symptômes que les personnes qui commencent le théâtre. C'est-à-dire que la première, ça va. La deuxième, c'est incroyable. La troisième, tu t'effondres complètement. Et comme on a eu la chance d'avoir 4 représentations, la 4e, on se contrôle beaucoup plus. On est beaucoup plus professionnel. Tout de suite, on sait à quoi s'attendre. On sait que le public va s'installer. On sait ce qui nous gêne. On sait à quel moment on va peut-être pêcher. Donc on a le temps de travailler la veille. Cette petite partie qui va nous gêner. Et nous on avait le 4, en fait on avait le 4e mur aussi, puisqu'on allait chanter directement dans le public quand même. Donc on était beaucoup plus à l'aise, on pouvait s'amuser beaucoup plus avec le public. Donc expérience très diversifiée, enfin pour moi convaincante, je pense. Et extraordinaire finalement. C'est très riche. Voilà. Qui veut reprendre Ok. Moi cette année c'était aussi la première fois que je montais sur scène, donc j'étais dans l'école, je peux dire le nom? Tu Paul peux, Clément. bien sûr. Donc j'avais commencé l'année dernière en initiation, c'était sur 6 mois, il n'y avait pas de spectacle, ça m'allait bien parce que je me sentais pas capable de le faire, mais ayant aimé énormément ce que j'ai pu produire, je me suis lancé dans une année entière avec spectacle à la fin de l'année. Et donc on a joué Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et en gros jusqu'au jour J, pas de stress. Troupe super, hyper bienveillante. Donc alors forcément le jour d'avant on était sur Insta, sur WhatsApp à s'envoyer des messages parce qu'on était hyper impatients. Donc le jour J, nickel, pas de souci. On a passé la journée ensemble. Et puis à 1h du lever du rideau, là on finalise les derniers échauffements. Charlotte qui nous fait un discours qui m'a juste dévasté. La prof. La prof, ouais. Charlotte. Et là, j'ai juste une énorme boule d'émotion qui monte des tripes et qui me coupe toute la parole. Et là, je me dis, c'est impossible. Je peux pas monter sur scène à ce moment-là. Je serais incapable de sortir un seul mot. Donc la chance qu'on a eue, c'est que la salle était comble. Les gens ont mis plus de temps pour rentrer que ce qui était prévu. Et donc j'ai eu un bon quart d'heure pour redescendre. L'autre chance, c'est que la première scène du premier acte, je ne parle pas. Bien que je sois sur scène, et donc ça m'a permis de redescendre et surtout de voir le reste de la troupe qui est allée et que en fait je pouvais pas ne pas faire autrement que d'y aller et j'y suis allé et en fait à la sortie du spectacle je me souvenais des entrées et des sorties mais absolument pas de ce que je faisais sur scène. Voilà, donc en gros la préparation qu'on a fait entre nous avec Charlotte, donc la prof, on s'est vachement préparé. On a fait tous les cours. Il y avait peu d'absents et on a quasiment doublé les heures de cours par du temps perso. Et en fait, c'était
pas du pilotage automatique parce que les retours que j'ai montrent que c'était plutôt réussi dans l'émotion et dans ce qu'on partageait. Mais à part avoir vu la vidéo, je sais pas ce que j'ai fait sur scène. Tu t'es abandonné. C'était, voilà, je savais à quel moment je rentrais, je savais à quel moment je sortais, mais ce que j'ai fait entre les deux, c'est sorti comme c'est sorti. Voilà. Donc grosse émotion et une grosse éclate. Trop bien. Mais t'as dit que tu faisais... Pardon, je pose des questions. Ah, mais Parce vas-y, que t'as je dit t'en que prie. tu faisais du théâtre à l'université. Oui, mais mais vous c'est du théâtre. En fait, j'ai fait C'est de l'impro. de l'impro. Donc Et c'est vous pas- n'avez pas eu des représentations? Bah en fait non, parce que c'était des entraînements. Donc t'avais le ring, t'avais allez, 10-15 personnes qui étaient là. Et là j'étais dans une salle qui fait 330 places. Donc ça n'a rien à voir. Et c'était majoritairement des potes à la fac pour le théâtre d'impro. Donc c'est pas du tout la même appréhension, c'est pas du tout le même enjeu. Et enfin ça se prend pas au sérieux de la même manière. Et puis on a l'impression qu'en fait, t'as redécouvert le théâtre là, alors que t'en avais déjà t'as eu quelques bases il y a quelques années. Oui, mais encore une fois, le théâtre d'impro, c'est pas tout à fait la même C'est chose pas que la de même chose. jouer une pièce Bien sûr, complètement. en costume, enfin, etc. Tu vois, Ouais, c'est ouais, vraiment, complètement. Après, il y a des pièces d'impro avec des costumes. oui, mais en tout cas, dans ce que moi j'ai vécu, Ouais. enfin, moi je montais sur un ring avec une tatane où je me prenais des tatanes parce que je me trompais dans l'impro, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'était pas du tout la même chose, quoi. Et moins Ça- de bienveillance. C'est pas une question de bienveillance ou pas de bienveillance, c'est juste que les codes de l'improvisation, c'était quand tu ratais ton improvisation, tu te prenais des sandales dans la tête. C'était un peu comme le théâtre du Globe, où quand les gens étaient pas contents, ils envoyaient la bouffe qu'ils avaient sur les comédiens. Ah bah ça C'est la vraie rappelle, bouffe? Là, oui. Ah, mais Oui, à c'est l'époque. Crash. Non, moi j'ai pas subi ça, mais à l'époque du théâtre du Globe, Ah. le public qui allait voir le théâtre, ils haranguaient les comédiens pour qu'ils jouent pour eux, et si ça leur plaisait pas, ils envoyaient la bouffe parce que pour dire c'est nul, Ah on ouais. fait ça différemment. Là, il y a, ça va parler aussi à Mimi qui va sûrement nous écouter. À Mimi qui est à Mélédine, qui est une de mes invitées. Je vous invite à écouter l'épisode qui nous raconte effectivement qu'elle fait du stand-up à Medellín en Colombie. Et il y a sur l'une des scènes d'impro, il y a le public qui a une balle en mousse ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, si te trouvent nul, ils peuvent te Ouais. balancer une Ça balle. s'appelle Tomate. Voilà, Ce qu'elle nous a raconté. exactement, Ouais. ouais, tout à fait. Donc tu vois, c'est encore un truc qui s'exerce Ouais. dans certains pays, mais je sais pas si en France ça se fait encore. j'en Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça un peu barbare, moi perso. Ouais, c'était fun parce que tu en joues en fait. Ouais. Des fois, tu fais. Enfin, moi, je me rappelle que quand j'avais fait essayer ce truc-là, c'était sur une après-midi, et parfois, on faisait exprès de rater pour que les gens qui étaient autour du ring puissent rentrer en mouvement Ouais, et interagir avec eux. Et dans le dynamisme du truc. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Un mot. Je me rappelle, je sais pas si c'est la toute première expérience, mais je suis pas sûr. Mais on avait monté une pièce et j'avais un rôle de clown. Et mon seul truc, c'était ramener des ballons. Et 2 minutes avant de sortir sur scène, bah, la pièce avait déjà commencé, je perds mes ballons. Et en tant que personnage, j'ai dit, bah, putain, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je suis sorti sur scène, bah, je tremblais partout. Je rends un petit sac où les ballons étaient censés d'y être, mais ils n'étaient pas là. Puis il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie, est venu derrière et dit, bah, on a trouvé ça. Donc on a dû improviser un petit truc là. Et c'était un peu le tout premier souvenir. J'étais très jeune. Hein. Voilà, c'est mon tout premier souvenir en théâtre. Voilà. Après, je faisais partie d'une école de théâtre à Medellín où il y avait des spectacles. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le lip sync, bah, je le faisais depuis mes 7 ans. Et du coup, la première fois que je le fais, bah, j'ai eu une espèce de mention spéciale, je sais pas quoi. Donc, il fallait trouver une chanson. Il fallait, pendant tout un semestre, préparer le doublage et l'interpréter, en fait. Et c'était trop rigolo et c'était cathartique. Et j'ai gagné. Voilà. C'était quand même marrant. C'était quelle chanson? Ah, c'est une chanson des années 70 en espagnol qui s'appelle La Chica de la Boutique. Voilà, c'est une chanson. Je peux la lip-syncer après pour vous si vous voulez. Et toi, Laurent? Alors c'est difficile vraiment de me souvenir de tout ça, mais moi j'ai jamais eu de trac en fait, finalement, c'est assez étonnant. Parce que en fait, à chaque fois que je monte sur scène,
ben, c'est pas moi en fait. C'est pas moi et je suis pas seul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit de troupe. Et du coup, comme on a bien répété, comme on est une communauté, on est tous ensemble, ça part naturellement en fait. Donc, moi, le sentiment que j'ai toujours, c'est plutôt un sentiment de drogue. Pour moi, c'est une drogue d'aller sur scène. Donc, moi, je kiffe ça. J'adore être sur scène. J'adore être sous les lumières. j'adore explorer des choses. J'adore incarner plusieurs types de personnages. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà. Très bien. Parfait. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais du coup, dernièrement, ou même s'il y a une pièce qui vous a marqué, mais quels sont vos coups de cœur théâtraux ? Est-ce qu'il y a une pièce ou un comique Je vais commencer parce que pour le coup j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, de voir plein de pièces. Ouais. Donc il y a un sacre qui est juste une énorme claque. Ça dure de mémoire 3 heures, presque 4 heures, sur des histoires de morts pendant le Covid. Et donc ils ont monté ça et c'est juste poignant. Voilà, et les 4 heures passent à une vitesse juste hallucinante, donc, et sans entracte. Hein, ça se jouait où, allez, tu te rappelles ? Ça s'est joué à Sceaux, alors je crois qu'ils veulent rejouer à Paris, mais pour l'instant ça se joue plus. Okay. Mais c'est une pièce qui a tourné beaucoup et qui a vachement marché. Très dernièrement, j'ai vu Kermesse du collectif La Cabale, et c'est juste une claque monumentale. Donc ça parle de la chenille. La danse, et ils en font un objet social, et c'est juste un feu d'artifice de what the fuck, justement, pendant 1h30, et c'est juste énorme. T'as la Compagnie du Doute, qui j'ai été voir 2 fois, sur 2 pièces différentes, une qui est très sombre sur la mort, sur le rapport à la mort, qui est complètement différente du sacre, et une autre qui parle du féminisme et du rapport au féminin dans le monde, et donc tu vois des mecs qui jouent avec la terre, avec des beats, par exemple. Okay. Et c'est juste c'est du what the fuck, mais c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien joué, et c'est une claque monumentale. Voilà. Donc dans toutes celles que j'ai vues, je retiendrai ces 3 là principales. Après, un peu comme tu disais, j'ai été voir une pièce avec Jacques Weber, c'était un peu de la branlette intellectuelle. C'était bien joué, mais c'était d'un ennui mortel. Voilà. Oui. Qui d'autre ? Bon, moi, ça va être rapide. Moi, mon plus gros souvenir, c'est pas quelque chose qui se joue actuellement. C'est Funny Things Happen on the Way to the Forum. Donc, c'est une comédie musicale qui a été faite par celui qui a fait West Side Story. Et pour moi, ça restera un des plus grands moments de spectacle de ma vie, tellement c'était extraordinaire, parce qu'il y avait à la fois de l'énergie, des chansons incroyables, tellement drôles, tellement décalées, tellement what the fuck, et surtout c'était ça a été écrit genre dans les années 60, voire avant, et ça parlait de tout ce qui est LGBT, enfin c'était assez actuel et très osé, et vraiment extraordinaire. Voilà. Et effectivement, je parlerai également du sacre. C'est Damien qui m'a fait découvrir cette pièce. Je ne m'y attendais pas. Alors il allait le voir une 2e fois avec moi pour me faire découvrir. J'avais vu toute sa troupe du théâtre le voir, et tout le monde était resté bouche bée devant cette expérience, et je confirme, voilà, c'était un très très grand moment. Super. Nico, Daniel. Alors pour ma part, c'était à la Comédie Française, donc forcément ceux qui étaient sur scène étaient des gens qui avaient l'habitude, quoi, forcément. Alors je ne me souviens plus du nom. Voilà, donc c'est un peu embêtant parce que j'aurais révisé si j'avais su les questions, effectivement. Mais je crois que c'est le prénom d'une fille et d'un garçon. La pièce dure 3 heures, il y a un entracte. Nicolas Marjolaine ? Ouais, non, c'est pas... Alors peut-être qu'elle existe, mais c'est pas celle-ci. Enfin, j'ai pas de mémoire, je ne sais pas. Mio. Jacques Michel. Peut-être une boutique, mais c'est pas celle-ci.
Et ça raconte... Sarah, c'est le prénom ? Ça raconte l'histoire d'une troupe. Et justement, un petit peu comme on a fait avec Laurent, justement, l'histoire d'une troupe. Et effectivement, on voit l'histoire des personnages. Donc ça commence gentiment avec un banquet. Et à un moment donné, on creuse en fait sur l'histoire des personnages. Et en deuxième partie, ça devient complètement terrible. Enfin, on voit du viol, on voit de la maltraitance sur les enfants, on voit... Enfin, ça rend très mal à l'aise, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que je l'ai vu il y a à peu près 4 ans. Et ça m'avait complètement retourné. Même les gens étaient nus sur scène à un moment donné. Enfin, j'ai dit, mais ils vont aller jusqu'où ? Et enfin, je suis sorti d'ici et j'ai dit, mais comment je vais faire pour voir une pièce qui va m'émoustiller plus que celle-ci ? Parce que c'était bien du début à la fin, c'était long en plus. C'était bon. C'était bon. Ouais, vraiment. Donc voilà, tout ce qui est... Enfin, je sais pas si la comédie française, ils sont tous aussi bons à chaque fois, mais ça vaut le coup, ça vaut le détour. Voilà. Bon, les billets sont peut-être un petit peu chers, effectivement, mais ça vaut vraiment le coup. Ah, c'est la comédie française. Voilà, comédie française. Voilà. Et toi ? À Paris, on l'a vu ensemble, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Edmond, j'adore. J'adore ce type de théâtre. Non loin de la comédie française. Voilà, à côté, au Palais Royal. J'ai adoré Les Crapauds Fous, Oui, qu'on a vu tous ensemble, il me ouais, semble. J'ai adoré cette pièce-là. Enfin, moi, j'ai pas vu, mais Ça m'a touché, j'ai rigolé en même temps. C'était bien fait en fait. C'était un truc super bien monté. J'adore les trucs bien montés en théâtre. Pas que. Du coup, ces deux-là, j'ai beaucoup aimé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et Dieu créa le sport. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et il y a une pièce qui m'a marqué, mais depuis toujours, c'était une pièce qui s'est jouée en 1998 ou 99, je sais plus. C'était en septembre. Hein. Ouais, c'était dans le cadre d'un festival à la ville là où mes parents habitent actuellement, à Envigado, à côté de Medellín. Il y avait un festival, Envigado hacia el Teatro, et du coup j'ai participé au festival. Donc comment on participait au festival, on avait le droit un peu d'aller aux autres pièces, quoi. Et du coup, c'était une pièce qui s'appelait Edipos en la guerra. Mais je pense que c'est un truc ne s'est plus jamais joué, mais ça recrée le contexte de violence en Colombie et la relation des hommes qui vont à la guerre avec leur mère. Donc c'était un peu un théâtre politique, mais à la fois c'était plutôt intellectuel, tu peux le dire aussi, mais j'avais 8-9 ans à l'époque et ça m'a touché à l'époque. Et je me rappelle encore, et je me rappelle de certains moments de cette pièce-là. Je sais pas s'ils ont gagné, mais ça m'a marqué. Je pense que je suis la seule personne dans la planète qui se rappelle de cette pièce-là, mais je me rappelle très bien. Et voilà. Super, très bien. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager qui s'est passé sur ou en dehors de scène ? Un truc qui vous a marqué pendant peut-être une répète ou pendant une représentation ? Moi, je peux donner. Ouais, vas-y. C'était à mon premier spectacle, justement, de comédie musicale. C'était un spectacle, en fait, c'était dans l'idée de Glee, la série, comédie musicale. Et donc, du coup, sauf que c'était Glee transposé dans les années 80. Ouais. Donc on avait des très très grands moments de costumes, de costumes. Et du coup, on avait très peu de temps pour se changer. Et on était dans un théâtre pas fou, où on avait des mini vestiaires. Enfin voilà, on avait très peu de place pour se changer. Et à un moment donné, il est venu le moment où il fallait que je rentre sur scène. Et j'avais, je sais pas si tu vois, là, les vestes de jogging des années 80, là, de toutes les couleurs, un petit peu fluo, avec toutes les épaisseurs. Et impossible de faire le zip qui met à moitié, machin, etc. Et du coup, il fallait que je rentre. Et je suis rentré, là, j'avais le haut de la veste qui était d'un côté, qui était zippé avec le bas.
J'avais du coup, je sais pas, rentré à la bourre, donc du coup j'avais mon pantalon qui tombait. Enfin, j'étais dans un, j'avais une perruque qui était devant mes yeux. Enfin, c'était Rien n'allait, quoi. Rien n'allait. mais on est obligé d'y aller, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est la magie du théâtre, c'est du live. Donc du coup, qu'importe, t'es ça. pas prêt, le costume est à l'envers, bah c'est pas grave. Tu joues Exactement, avec, on y au va. final. Trop bien. Qui c'est qui veut partager une autre anecdote? Nous, on jouait une pièce quand j'étais plus jeune. C'était la maison d'une association pour les anciennes personnes prostituées, etc. Donc, ils voulaient ramener un peu de théâtre dans l'assaut, etc. Donc, on jouait et du coup, les coulisses, c'était leur chambre, une des chambres. Et du coup, comme j'étais un gamin assez inquiet, j'ai cassé, mais complètement cassé, le lit de la personne qui dormait là. Et on était en train de jouer. Et du coup, à chaque fois, je sortais, je jouais, puis je rentrais en coulisses, et je pleurais, et puis je ressortais, je jouais, et à la fin, j'ai tout caché, j'ai rien dit, et je suis parti comme ça. Et voilà. Bon, c'est une petite expérience à la con. D'accord. Est-ce que vous voulez partager? Moi, je peux peut-être raconter une anecdote qui me concerne pas directement, mais qui concerne une personne de la troupe, Liséane, qui, quand on a, pareil, c'était la première fois qu'elle faisait du théâtre, etc. Et quand on a démarré, c'était celle qui était peut-être la plus timide et celle qui disait tout le temps non, j'y arriverai jamais, et qui, quand on faisait les exercices, fuyait l'exercice. Sauf que le jour de la représentation, en fait, je pense que c'est celle qui a le mieux joué et qui a le plus incarné son personnage, à tel point qu'elle a excellé dans le rôle qu'elle avait. Et nous, on a tous été scotchés par rapport au jeu qu'elle avait. Et donc pourquoi j'en fais une anecdote? Parce que ça transcende en fait. Le théâtre permet ça. Alors c'est aussi parce que c'est une troupe qui s'est trouvée avec la prof et la metteuse en scène. On s'est tous trouvés. Donc je pense que ça l'a aussi porté. Mais ça. En tout cas moi je l'ai vu se transformer du début de l'année jusqu'au jour de la représentation. Et je pense que ça a été la meilleure d'entre nous tous au regard de ce qu'elle a produit sur scène. Trop bien. Nico, une petite anecdote? Moi, j'en ai pas forcément. Peut-être un truc à nous balancer sur Laurent comme vous jouez ensemble. Mais j'aurais une autre anecdote à donner. Intéressant. Enfin, des accessoires par exemple. Oui, mais c'est exactement ce que je veux dire sur les chapeaux, ou alors d'aller toujours plus loin en fait. C'est-à-dire que si on propose ça, c'est beaucoup plus. Alors vous le voyez pas parce qu'on est en audio, mais bon, si le chapeau est très très grand, il faut qu'il soit encore plus grand. Et tout est un peu comme ça, mais ça fait partie du challenge. Enfin, c'est partie de. Enfin, c'est agréable quoi. Voilà, ça nous dépasse. Voilà. Mais j'ai pas d'anecdote particulière. Bon, après, je peux dériver sur comment j'ai pu ressentir, en fait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, à l'instant plutôt, le fait de se révéler un petit peu. C'est-à-dire que c'est une discipline qu'on a pendant un an et on doit la respecter parce que sinon, y a toute une équipe qui est derrière, qui compte sur toi et t'as pas le droit de tomber. Et donc, on te soutient, mais tu soutiens les autres, il faut pas l'oublier, quoi. Donc voilà, j'ai pas forcément d'anecdote, mais j'irais plutôt dans ce sens-là, on va dire plus général. On doit soutenir, quoi qu'il arrive, et peu importe ce qui peut t'arriver durant l'année, tes coéquipiers, quoi. C'est super important. Et ça, dans le sport collectif, parce que j'ai fait beaucoup de sport collectif, j'ai fait du foot, mais bon, ça c'est... Voilà, j'ai fait du handball, j'ai fait du tennis, etc., du judo. Il y a toujours un remplaçant, d'accord? Là, sur scène, il n'y a pas de remplaçant. C'est toi, ok? Donc là, on peut pas dire je sors du terrain et il y a quelqu'un d'autre qui te remplace. Donc ça s'apprend dans l'année. Donc voilà, pour l'anecdote. Très bien. Et moi, j'ai une deuxième anecdote quand même qui est assez importante, finalement. C'est dans un spectacle, je chantais la chanson This Is Me de... comment s'appelle cette comédie musicale The Greatest Showman. The Greatest Showman. Et en fait, donc c'était une comédie musicale en fait où on parlait d'une secte féminine en fait. Voilà. Et je jouais le personnage d'un homme qui est rentré dans cette secte et qui était privé de tous ses droits. Et donc bref, et donc du coup j'ai dû réécrire en fait tout le texte de cette chanson que j'ai interprétée. Et en fait, au moment où je l'ai chanté, donc j'avais Damien qui est maintenant mon mari, je venais de me faire mon coming out depuis peu de temps.
Et en fait, je me suis rendu compte en chantant la chanson que j'étais en train de faire ce que je disais, les mots que je disais, c'était mon coming out. Mais du coup, j'ai fait un espèce de coming out en public. Et en fait, quand j'ai chanté cette chanson, ça m'a mis une émotion tellement forte qu'à un moment donné, j'ai eu des larmes, des vraies larmes qui sont tombées. J'ai dû contenir mon émotion et j'avais en face Damien qui était là et ce moment m'a vraiment complètement terrassé en fait, parce que je m'y attendais pas. Et c'est vrai que quand on est souvent sur scène, c'est pas comme quand on est dans l'entraînement. On a une connexion avec les gens. On se livre aussi. Enfin, il parlait Nicolas tout à l'heure qu'on est fatigué après, mais c'est parce que on se lance. On pense pas. Voilà. Mais là, il y a eu une espèce de moment un petit peu hyper particulier qui a été très très fort pour moi en tout cas. Et je confirme parce que j'étais dans la salle ce soir-là et ton émotion nous a touchés en plein cœur parce que forcément, on est tous des hommes gays autour de cette table. C'est pas un secret pour les gens qui nous écoutent. Moi, je suis pas gay, mon mari. C'est bon, mon mari est gay, mais pas moi. Et du coup, forcément, le coming out, on est tous passés par là. Et c'est vrai qu'on l'a vachement ressenti quand on était ému avec toi à ce moment-là. Ça se voyait, on a senti cette vague d'émotions. C'est malheureusement une pièce qui s'est jouée qu'une seule fois. Oui. Et on le regrette tous, parce qu'on aimerait tellement qu'elle se rejoue cette pièce, parce qu'elle était trop bien. Non, pas moi. Moi, j'aimerais bien connaître un peu vos références en matière d'humour. Est-ce que vous avez des refs à nous balancer ? Bon, là, je te suis dernièrement avec ma dernière série, mais c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez pas, mais que tous les Hispaniques du monde connaissent. S'appelle Chespirito. C'est un auteur, metteur en scène, des lettres, de théâtre, qui a créé un tas de personnages, qui a fait plus de 600 et quelques épisodes, etc. Et du coup, c'est la personne qui m'a plus marqué en fait en termes de création, de mise en scène, de tout ce que tu veux. Et ça me touche énormément le revoir en fait dans l'univers des plateformes comme Netflix ou Premium, etc. Puisque ça fait revivre quelque chose. Donc c'est ma ref principale, lui, j'avoue. D'accord. Voilà. Super. Il a de dire parce que je te suis dernièrement avec mes séries. Mais non, désolé. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vrai que. Bah oui, je viens d'un autre univers complètement différent au vôtre. Voilà. Mais tellement bon. Ah oui. Mais c'est un peu, alors pour les Français quarantenaires que nous sommes, c'est un peu. Non, pas tous. Attends, tu rigoles? Moi j'ai 35 ans. Moi j'ai 35 ans, attends. Toi oui. Bah oui. Attention. Mais t'es le plus vieux d'entre nous. C'est un peu. Bien sûr. En fait, ce qui est, pour avoir, évidemment, je suis tombé dessus parce que du coup Daniel regarde ça en ce moment, il a une adoration de revoir ses vieux épisodes. On pourrait comparer ça à un truc un peu concombre, parce que maintenant voilà. Attention ce que tu vas dire. Hein. Mais non, parce que je pense que c'est quelque chose que tu connais pas. C'est un peu genre pas de pitié pour les croissants. Ah, ça va parler à beaucoup de Français quarantenaires. Club Dorothée, évidemment. Voilà, Club Dorothée. Et du coup, c'est un truc un peu complètement absurde avec des personnages qui font des personnages qui n'ont pas leur âge, par exemple des adultes qui font des enfants, etc. Machin. Donc je pense que c'est une sorte d'équivalence de ce truc-là. Je peux pas dire non parce que je connais pas ce que tu dis. Mais je te montrerai. Est-ce qu'il mange des croissants dans la série? Non, mais il mange des tortas de jamón. Ah, ben voilà. Voilà. C'est pareil, c'est tout pareil. Nico, moi je connais quelques refs qu'on a en commun, mais j'aimerais bien que tu nous dises. En fait, j'étais en train d'épurer en fait toutes les possibilités. Forcément, il y en a une en particulier qui m'a formaté. Je vais même raconter, pourquoi pas. Oui. Évidemment, Muriel Robin. C'est la star de la star. Tous ses sketchs, moi j'adore. Et surtout, c'est je sais pas si c'est politiquement correct, mais quand on a commencé. Ça l'était à l'époque. Alors non, je parle pas de politiquement correct. Je parle de ce qui va suivre, de ce que je vais dire. Ouais. En fait, on fumait des pétards et puis on regardait Muriel Robin et franchement, j'étais mort de rire et je comprenais pas vraiment pourquoi. Mais c'est son dynamisme, la façon d'interpréter un personnage, c'est-à-dire il y a pas, c'est une histoire en fait.
Il n'y a pas de comme le stand-up par exemple où c'est la personne qui parle. Elle représente quelqu'un. Enfin, c'est vraiment. C'est du one woman. Ouais. C'est-à-dire que c'est un personnage qui doit être crédible avec des objets autour d'elle. Donc tu matérialises une pièce, tu matérialises des objets, Enfin, les gens sont avec elle, tu les vois, tu peux même te représenter si elle est bouclée, de quelle couleur elle est, parce qu'elle faisait référence beaucoup aussi à la diversité à ce moment-là, de façon indirecte. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand tu les regardes. Maintenant, je trouve que c'est tellement bien écrit, donc ça reste très classique. Et après, moi c'est pareil, je suis très classique. C'est Florence Foresti forcément quand elle était dans on n'est pas couché, puis aussi quand elle était avec Ruquier, avec Laurent Ruquier, où je me les repasse tout le temps parce que c'est incroyable. Bah, oui. J'adore en fait tout ce qui est qui n'est, enfin c'est pas réel quoi. C'est-à-dire c'est un personnage fictif. J'adore les personnages fictifs. On peut leur faire dire n'importe quoi. Je pensais que t'allais dire. Alors, il y a aussi quoi, vas-y. Un spectacle qu'on adore, mais. Ah oui, il s'aime. Ouais. Oui, évidemment. Je pensais que t'allais m'en parler. Après, oui, c'est rattaché à Mireille Robin, mais. C'est toute la troupe. Oui, forcément, je suis attaché à tous ces sketchs-là parce que je trouve que c'est une fraîcheur qu'on ne retrouve plus. Actuellement, je trouve qu'il y a trop de stand-up. Alors c'est moins. Tant mieux, hein. Il y a trop de stand-up. Il y a moins de diversité dans les spectacles. Alors peut-être qu'effectivement, ils sont peut-être un peu moins médiatisés. C'est plus moderne, évidemment. Et puis ça va peut-être faire bondir, mais moi Bigard, j'ai adoré ça. Moi, j'étais avec mes parents à La Rochelle. Il y a une époque. À La Rochelle, c'était incroyable parce que les chauves-souris. Voilà. Mais bien sûr, la chauve-souris, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Tous les mots disgracieux que les gens peuvent entendre. Maintenant, ils font moi, ça me fait rire quand les gens sont choqués. Il faut remettre ça dans le contexte. Et voilà, c'était les années 90. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, plus fin, Chantal Latsou, moi j'adore. J'adore tout ce qu'elle dit, elle balance une phrase. Bon, je suis pas le seul à être drogué à Chantal Latsou, mais bon, elle est stupide, elle est faussement stupide. Enfin, je pense. Peut-être. Donc voilà, j'ai pas de petite référence de niche. Mais c'est très bien. J'ai pas. C'est parfait. Alors moi, en fait, je sais pas parce que j'ai pas forcément une référence particulière sur qu'est-ce qui me fait rire. Je pense que je suis pas fan par exemple des one man ou des one woman. J'aime pas en fait. Enfin, il y a des choses qui me font rire, hein, mais et que j'aime bien, mais globalement c'est pas ce qui me plaît parce que il y a qu'une seule personne et je préfère les spectacles vivants où il y a au moins 2 personnes parce que ça se répond, ça c'est vivant pour le coup, je trouve ça plus vivant et donc je dirais que c'est plus de l'humour de situation qui me fait rire. Donc ça va être des pièces où il y a de l'absurde, il y a des pièces où il y a... Alors j'aime assez l'humour noir quand même. Par exemple, pour contredire ce que je viens de dire, c'est Gaspard Proust. Lui il me fait beaucoup rire parce que je rentre là-dedans. Ouais. Mais ça reste une exception. Voilà, ça reste des situations où il y a 2 ou plus de personnes qui sont impliquées et qui réagissent à une situation. Ça j'adore. En anecdote par rapport à ça, c'est ma prof Charlotte, toujours la même, elle nous a emmené voir Fred Blin, donc du clown. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait ça permet d'explorer, parce que en gros, Charlotte nous dit, mais c'est pas la seule, qu'on a tous un clown en nous. Donc ça peut être un clown joyeux, un clown triste, un clown tout ce qu'on veut. Et qu'en fait Fred Blin, il explore différents types de clowns. Donc c'est pas que le clown de cirque avec son nez rouge, etc. Bien au contraire. Et ça permet d'explorer qu'est-ce qui résonne en nous et quel est le clown qui s'exprime en sous-jacent quand on fait du théâtre. On va réagir de manière plus extravagante sur un thème qui nous est cher. Et c'est globalement ce que j'ai compris en tout cas, c'est que c'est ce clown-là qui va s'exprimer. Donc dans la tristesse, dans le jeu, dans n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai pas de référence particulière. Donc évidemment, Club Dorothée, je connais. Jonathan Cohen, je connais, etc. Mais je m'attache pas à une personne en particulier, c'est plus à une situation. Et voilà, il y a plein de trucs qui me font rire. Dans la rue, à la télé, au cinéma, voilà. Et c'est quoi ton clown? Mon clown, je sais pas encore. Tu le cherches. Je le cherche. Et toi, Lolo? Alors moi en fait c'est particulier parce que je rigole assez difficilement en fait dans les spectacles ou quand je regarde des gens. Enfin autant j'ai très vite peur,
Mais rigoler, c'est pas quelque chose C'est facile pour toi. de facile pour moi. Excusez, on a un peu de mal à vrai. croire. Ah là là. Mais pour autant, non. Et en y réfléchissant, moi, c'est vraiment les faits de la vie de tous les jours, en fait, qui me font rire, ou quand il y a une exagération des choses de la vie de tous les jours. Donc, du coup, je me retrouve dans ce que vous avez dit, du Muriel Robin, du Eli Kaku, Les Inconnus, du Florence Foresti. Enfin, j'aime les gens excentriques, extravagants, qui en font des caisses, qui font de la caricature sur des choses de tous les jours, en fait. Moi, c'est ça qui me fait rire. Et j'aime beaucoup l'absurde, également. Je suis pas très humour, très travaillé, très chichiteux, très fin. Ouais, parce que j'entends le rouage de la création du truc et Ouais, tu sens que Ouais, ça va sortir, quoi. Mais... Ouais, je suis moins fan. Moi, j'aime bien, voilà, le truc vraiment de tous les jours. Raymond DeVos, par exemple, ça te... Ouais, non. Ouais, On bah, parle que des gens hyper... des vieux comiques. Vous avez que 35 ans, on est d'accord. Bien sûr. Oui, Tout à non, fait. mais voilà. Moi, j'en ai que 34. Ah, 36 au mois de décembre. Ouais, j'aimerais savoir, on va essayer de se projeter dans l'avenir et je vous souhaite de continuer de faire du théâtre parce que je vous ai vu sur scène et j'aimerais en voir d'autres sur scène. Voilà. Et d'autres que nous? non, mais une certaine personne qui est autour de cette table et qui j'aimerais bien qu'elle refasse du théâtre. Voilà. Je ne sais pas. Étonnant. Mais j'aimerais qu'on se projette un petit peu et que vous me disiez pour vous quel serait le rôle parfait. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à ça un jour où il y a un rôle que vous rêvez de faire, je sais pas. Moi, je peux parler en tout cas d'un rôle que j'ai fait. Qui pour moi c'est le rôle dans lequel je me suis le plus éclaté. Ok, c'était quoi? On a joué en fait Igor. On a joué en fait un mix entre deux comédies musicales connues, Franken Junior et également j'arrive plus à me souvenir du nom. Une comédie musicale très queer américaine. Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show. Ouais, ça. Et donc du coup, je jouais le personnage de Igor, qui est un personnage dans Frankenstein Junior, qui est tout bossu, qui est tout moche, qui ressemble à rien. Et j'ai adoré parce que c'était quelqu'un qui à la fois c'était un petit peu le bossu de Notre-Dame. Il était moche, il ressemblait à rien, il était rejeté par tous, donc il y avait une profondeur parce que il voulait plus. Et pour autant, il y avait de l'extravagance à chaque fois dans la manière de jouer, dans les chorégraphies. Donc voilà, moi j'aime bien, en tout cas, qu'il y a une trajectoire effectivement dans le personnage. Et quand il y a de l'exubérance, comme des moments plus intimes en fait. J'aime quand il y a du relief. Enfin, pouvoir avoir la possibilité de mettre du relief dans un spectacle. Et alors après, j'aime pas trop faire les gens ordinaires, même si du coup c'est le plus compliqué finalement, réussir à faire des gens ordinaires. Mais moi je sais que le théâtre, ça me fait du bien quand je vais dans des choses un petit peu exceptionnelles en fait, et quand je peux laisser aller mon exubérance, même si avoir des vrais moments intenses, etc. Je prends de plus en plus plaisir en tout cas à le faire et à faire du lâcher prise. Et c'est ça aussi la complexité, c'est que quand on est sur quelque chose de plus réel, de moins clownesque, de moins exagéré, finalement on se livre plus personnellement que quand on va faire un personnage qui va être caricatural, où on va se perdre en tout cas dans de la caricature, et du coup ça masque un petit peu notre visage et qui on est soi-même. Donc voilà, mais en tout cas du coup
C'est pour ça que finalement alors je donne plein de réponses, mais mais finalement en parlant, je me rends compte que mon personnage, en tout cas c'est le best que j'ai jamais fait, Ouais. mais je me rends compte que j'ai de plus en plus envie d'explorer ce côté interne et que l'expérience fait qu'on a envie de tester aussi de nouvelles choses et de pouvoir se mettre en danger. Ouais, je comprends. Ok. Qui veut répondre à la même question? Le rôle parfait pour lui. Je sais pas s'il y a des rôles parfaits en théâtre, en fait. Si... Oui, certes, quand on fait du théâtre, entre guillemets, amateur, on peut se dire, oui, je rêve de tel et tel personnage, même en théâtre pro. Mais je pense que tous les personnages sont parfaits. Hein. T'habites le corps d'un personnage. Et c'est oui le lore, oui, et du coup c'est un univers, c'est à toi de découvrir cet univers, c'est à toi de découvrir en fait oui les nuances, les reliefs de chaque personnage. Donc je pense que il n'y a pas de petits rôles, il y a que des super rôles que tu peux faire vivre de la manière la plus spectaculaire, même si sur scène ton personnage ne s'exprime pas de la super meilleure manière. Là, je me rappelle par exemple une fois, j'ai fait presque arbre suppléant numéro 3 dans une pièce. Non, j'exagère, mais j'étais un animal, quoi. Et je me rappelle la construction de ces personnages. Je parlais même pas, en fait, sur scène. C'est marrant parce que je dirigeais cette petite truc, mais j'avais pas de texte. Et du coup, pour la construction de personnages, je me suis amusé. C'était génial. C'était quelque chose de magique qui s'est passé. Et sur scène, oui. Je sais pas si ça s'est vu. J'espère que oui. Mais voilà. Donc, ces personnages, je les ai habités. Je les ai découverts. Et je sais pas si je les crée, mais je le co-crée avec ce que je pensais que c'était le personnage. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de personnage idéal. Mais si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que en fait, quelquefois tu te dessines, c'est quoi ton personnage idéal, tu te fantasmes quelque chose, mais c'est pas forcément ton personnage idéal, c'est qu'il y a besoin aussi du regard d'une autre personne. Tu peux le rendre idéal. Et c'est un challenge aussi qui peut, sur un personnage que tu n'aurais pas imaginé en fait, finalement, ça devient un personnage idéal parce que tu as exploré et c'est là où il faut faire confiance au metteur en scène, il faut faire confiance à tout ça et que du coup ce que tu disais, il n'y a pas de petit rôle, c'est que par exemple quand je suis allé voir Damien sur Shakespeare, il y avait une personne qui faisait un mur, elle parlait quasiment pas dans le mur, mais c'était tellement extraordinaire sa manière de jouer le mur que peut-être c'était pas son meilleur rôle pour elle, mais elle a pris à bras le corps de montrer des sentiments, en tout cas d'exprimer ce que pouvait ressentir le mur. Elle a été habitée, quoi. Elle a été habitée, et du coup c'était extraordinaire pour le public. Donc après, ça serait intéressant de voir en interviewant elle si c'était son rôle phare. Je pense que tu parles plutôt pour le public, c'est-à-dire que oui. Ce qu'il retient, mais il y a le double côté en fait. Elle a fait le mur, pour toi, mais pour elle c'est pas parfait, tu vois. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant. Effectivement, tu peux transformer ton rôle en quelque chose de beaucoup plus parfait de ce que tu aurais pensé. Et tu peux te louper, évidemment le contraire est possible, où tu as un rôle qui est parfait pour toi, et finalement ça marche pas du tout, parce que peut-être que c'est trop parfait, il n'y a pas assez d'imperfection, tu es dans une zone de confort qui est insupportable, et que tu peux pas forcément le gérer, ou voilà. Mais tu peux toujours travailler sur ton rôle qui n'est pas idéal. C'est à toi de travailler, c'est à toi de le faire aussi. Tu es obligé de si tu veux monter sur scène dans de bonnes conditions, si ton rôle te plaît pas à 100%, c'est à toi, c'est ta responsabilité de le rendre inoubliable à tes yeux. Mais est-ce que tu dois aimer ton personnage, c'est ton personnage qui le fait, quoi. Il faut que tu t'apprennes à l'appréhender, à travailler dessus et à aimer ton personnage. Ou détester, tu peux détester ton personnage et aller dans ce sens-là aussi. Tu peux faire ça, effectivement. Mais si tu le détestes, c'est parce que tu l'aimes quelque part. Enfin, c'est-à-dire que tu vas le travailler pour le trouver insupportable. Voilà.
Il faut le vivre. Ouais, voilà. Faut le vivre. Une fois que tu es sur scène, tu as fait beaucoup d'exercices, tu vois ce qui marche pas. Tu peux rendre ton rôle plus idéal que tu peux penser. C'est quoi ton avis, Damien, là-dessus? Alors pour moi, le rôle idéal, parce que je suis pour le coup dans cette réflexion-là, parce qu'on doit réfléchir à la pièce qu'on va jouer l'année prochaine et quel est le rôle idéal qu'on voudrait jouer. Et moi, mon rôle idéal, ça serait un personnage qui est complètement différent de moi. Donc j'ai une assez bonne idée, je pense, de ce que je renvoie dans la vie de tous les jours. Et donc je souhaiterais un personnage qui soit complètement à contre-courant. Voilà, donc un enculé qui va foutre sa mère de manière mais extrême, qui va aller, enfin vraiment le personnage que tout le monde va détester. Voilà. Alors cette année j'ai joué Oberon, donc c'est pas le personnage que tout le monde apprécie, mais dans le registre ça reste relativement proche de. Enfin, Oberon ça reste un petit con qui veut un gamin et donc qui fait chier tout le monde. C'est un peu moi. Là je veux un personnage qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans l'aspect psychologique du terme, un peu plus à rebours. Donc pour moi le personnage idéal c'est quelqu'un que je ne suis pas. Après que ça soit contemporain, classique, homme, femme, pourquoi pas, femme c'est bien, ça peut être sympa, mais en tout cas c'est vraiment un personnage qui est complètement différent de ce que je suis tous les jours. Alors c'est drôle vos réponses parce que en fait en lançant ça je savais très bien que ça allait partir en débat et j'ai eu exactement ce que je voulais parce qu'effectivement il n'y a pas de rôle parfait et de le vivre et d'avoir vos avis respectifs c'est très intéressant parce que justement ça lance un débat et je lance d'ailleurs ce truc là aussi à ceux qui nous écoutent de savoir pour vous aussi, n'hésitez pas à commenter quand l'épisode sortira, ça serait toujours intéressant d'avoir les avis des gens. Hashtag le rôle parfait. Hashtag le rôle parfait. Moi j'aimerais connaître un petit peu parce que du coup alors je sais ça va être intéressant de voir parce que du coup on vient de différents univers mais est-ce que chacun vous avez un rituel avant de monter sur scène? Moi oui. Alors toi ouais. Tu pries? Non, je chante Ophélie Winter. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas du tout stressé. Mais par contre, ce qui est hyper important pour moi, c'est faire ma mise. Okay. J'ai besoin toujours de savoir quel accessoire et à quel endroit. Est-ce que j'ai tout ce que j'ai est-ce que j'ai tous mes accessoires et que chaque chose soit à sa place. Une fois que ça c'est fait, je suis hyper zen et il y a aucun souci. En fait, tout ça vient parce que, pareil, dans ma première expérience sur spectacle, j'avais oublié mes chaussures. Et donc du coup, ça m'a détruit un petit peu psychologiquement tout le long parce que j'ai dû faire avec des chaussures qui n'étaient pas prévues. Et du coup, je me suis dit plus jamais. C'est le même spectacle avec le C'est costume à l'envers. Voilà. Ok, d'accord, oui, rien n'allait vraiment. Rien n'allait parce qu'en fait, c'est parti du fait, c'est ma première expérience. J'avais pas mes chaussures, ce qui est con. Oui, j'avais pas mes mocassins années 80, j'ai fait avec autre chose. Mais du coup, ça m'a perturbé en fait. Et du coup, maintenant, tant que j'ai pas fait ma mise, que j'ai pas vérifié, voilà, tout est nickel, j'ai pas vraiment commencé. C'est un truc important. Ok. Là, quand je faisais du théâtre, la règle c'était 3 heures avant les spectacles, tu es déjà dans ton personnage. Quoi que tu fasses, tu prends le métro dans ton personnage, tu parles aux gens en étant dans ton personnage, et du coup, quand tu montes sur scène, tu es déjà dans ton personnage depuis très 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 longtemps. Et c'est un exercice que j'ai utilisé, qu'on nous a appris à faire, et que la dernière fois que je montais sur scène, je l'ai fait. Et je trouve un peu de respect. Pour moi, c'était un peu de respect pour le personnage, de l'habiter même hors scène. Voilà. Donc, je sais pas si c'est un rituel, mais c'est un peu une habitude. Si, c'est une sorte de rituel, c'est intéressant. Ouais. Ok. Qui d'autre? Alors moi, c'est un petit peu touchy à raconter. En fait, je me suis découvert ça. Alors, effectivement, les objets, très important, savoir où ils sont, millimètres près, etc. Alors ça, c'est le rituel standard, parce qu'il faut absolument qu'on soit débarrassé de ces petites contraintes. Mais je me suis aperçu que s'il n'y a pas des toilettes derrière, il faut que j'ai une petite bouteille d'eau
Et donc, forcément, alors, à un moment donné, j'ai personne une petite bouteille d'eau, donc 2-3 fois en fait pendant les représentations, donc on m'en a filé une ou j'en ai trouvé une. T'as pissé dedans? Alors voilà, c'est donc Voilà une nouvelle anecdote. elle était dans, elle Et était quelqu'un l'a bu derrière. Oh, Et de donc- l'ice-tea. Il y avait des toilettes à côté. Non, mais il fallait monter, etc. Donc c'était compliqué. Ah, t'as pissé dans la bouteille? Et donc du coup, je mettais la bouteille dans la poubelle et de temps en temps, là, hop, Ah je là là. reprenais, voilà, parce que je me suis aperçu d'un truc, c'est que je ne supporte pas de monter sur scène quand j'ai un tout petit peu envie de faire pipi. Mais attends, J'y arrive pas. Mais je t'ai vu plusieurs fois Avant de aller monter faire sur pipi. scène, il faut À chaque fois, c'était dans il la faut pas bouteille. manger Dans la bouteille. gras, il faut pas prendre l'alcool, il faut Dans la pas pièce. trop manger, il faut pas trop boire, il faut pas... En fait, Alors, ça fait partie de la oui. préparation du truc là. Oui, mais en fait, C'était le quel format stress, c'était la petite de 50. Le stress qui était inconnu pour moi à ce moment-là, puisque j'étais jamais monté sur scène, donc forcément, il fallait que... En fait, ça me rassurait, c'est débile, ça me rassurait un peu, d'avoir ma petite bouteille en me disant, si jamais j'ai un pépin, que voilà, je bois un peu trop, etc. Voilà, je fais ça. Après, je peux monter sur scène, je suis en pleine forme et léger. Voilà. Ok. Et toi, Damien? Moi, me concernant, je peux pas parler de rituel parce que je suis monté qu'une seule fois sur scène. On a fait qu'une seule représentation. Ouais. Donc, dire Est-ce qu'il que y a eu un j'ai- truc d'énergie que votre prof vous a appris ou un truc Alors, elle nous a fait faire les exercices de décontraction et de préparation à monter sur scène. Mais on est monté qu'une seule fois sur scène, donc est-ce que c'est un rituel? Je peux pas dire. Oui, Voilà. non, c'est sûr. ouais. Après, les trucs standards, hein, je savais précisément où étaient mes costumes, chaque chose que je devais utiliser, mais encore une fois, est-ce que c'est un rituel? Je peux pas dire parce que je Ouais. suis monté qu'une seule fois. Mhm. Voilà. Après, la seule chose que je pourrais, que j'ai utilisé quand on a fait notamment des filages, c'est capter l'attention du groupe et être attentif au groupe. Voilà. Mhm. C'est à chaque instant, du moment où tu es dans les coulisses, parce que j'ai beaucoup entendu dire à partir du moment où tu es dans les coulisses, c'est qu'on sait que tu étais sur scène. Donc tu captes l'énergie de ceux qui sont sur scène, tu les écoutes et tu seras forcément dans le bain. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est un rituel? J'en sais rien, ça le deviendra peut-être. Il y aura certainement d'autres choses demain, parce que je vais jouer plusieurs fois, etc. Mais aujourd'hui, rituel, je peux pas le dire comme ça. Et peut-être que la prochaine fois, tu prendras une bouteille toi aussi. Peut-être. Ou un sac, te connaissant. Carrément. Une poche. Avec sa bouteille à l'intérieur. Et bien justement, on va rebondir sur la gestion du stress. Comment vous gérez le stress avant de monter sur scène? Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure parce que juste avant de monter, on a eu un moment privilégié entre le groupe et la prof qui m'a fait monter en pression émotionnellement. Après, moi j'aime à dire que je suis quelqu'un qui est assez hermétique au stress, je le subis pas. Bon, force est de constater qu'il y a effectivement différents types de stress. Donc, oui, je l'avais parce que quand je demande 50 fois à ma prof de me maquiller, quand je regarde que la teinture pour ma barbe, parce que j'avais la barbe rose, était bien au bon endroit, que je la regardais 10 fois pour être sûr qu'elle n'avait pas bougé, etc., etc. Forcément, c'est pas du rituel, mais c'est une sorte de stress. Voilà. Mais après, encore une fois, je vais redire ce que j'ai déjà dit, c'est je me repose sur l'énergie du groupe, sur la bienveillance de la troupe, et en fait, tout passe. Ouais. Voilà, c'est presque un titre quelque part, mais voilà, c'est ça. Il y a forcément du stress parce que c'est un spectacle vivant, donc ça sera jamais identique à ce qu'on a fait avant. Il y a tout qui peut se passer. Quand j'ai joué, il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer comme ça, mais voilà, ça se passe. C'est fait. Donc oui, il y a du stress, mais après, il faut faire confiance à soi-même, au groupe, à l'énergie qui s'en dégage, et ça passe. Super. Moi, contrairement à Damien, je suis quelqu'un de super stressé pour tout et n'importe quoi de ma vie. Donc, contrôler le stress, c'est contrôler ma vie. Mais sur scène, j'essaye de rendre invisible le public pour moi. Donc, vraiment, imaginez, il n'y a personne. Et je joue pour un véritable quatrième mur. Il paraît que si tout tu noir. les imagines tout Voilà. nus, c'est encore plus facile. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais je peux m'exciter, donc je préfère. T'imagines, non? Il y a toi là dans le public, là, oh mon mari, oh là là. Non, j'imagine qu'il y a personne. J'imagine qu'il y a personne, que je joue vraiment pour moi, ou pour le miroir, etc. Et voilà. C'est un peu ma gestion. Bon, Nico, on a De bien la compris, trappe. du coup. Toi, Le stress, La bouteille. La bouteille. la bouteille, le texte surtout, le texte.
pas le perdre pendant qu'on est stressé sur scène. Ouais, c'était plus... parce que les chansons, c'est impeccable, il n'y a pas de souci pour les chansons, on est à deux, etc. Mais effectivement, le stress était un peu... c'était très aléatoire finalement. Chez moi, c'est relativement aléatoire. Et je m'en suis aperçu, c'est-à-dire que des fois, je pouvais monter... comme effectivement, la deuxième fois qu'on est monté, le stress était quasiment à 0, alors que j'ai pas trop compris pourquoi. Le troisième, évidemment, c'est beaucoup plus stressé parce qu'en fait, on se remémore des erreurs qu'on a pu faire. Parce que comme on a eu la chance de le jouer 4 fois quand même, c'est pas mal. On a fait ça le comble, donc faut le noter aussi, c'est qu'on avait une... pour moi, je me suis mis une responsabilité puisqu'il y a beaucoup de proches qui sont venus nous voir aussi. Mais il y a quand même des gens qui sont les autres, on les connaît pas. Oui. Donc on a tout à prouver. Donc même s'il y a des gens qui nous connaissent, tous les autres, ils peuvent nous juger. Et c'est encore pire, je dirais, parce que ils vont avoir un a priori en disant on ne connaît pas lui alors que nous on connaît les autres. Donc forcément c'est même pire. Je pense que c'est plus, comme a dit Daniel, le stress de tous les jours. Je suis redescendu d'un cran en fait. Après avant les derniers mois avant de monter sur scène, et maintenant ça fait comme une espèce de montagne et je suis pas redescendu finalement. C'est-à-dire que le stress est peut-être vu différemment une fois que tu as fait du théâtre. Tu le gères différemment. Tu peux toujours en avoir, mais tu l'acceptes peut-être beaucoup plus. Parce que tu sais qu'il va arriver, tu sais qu'il va être là. Donc ça sert pas que pour le théâtre, mais ça, tout le monde le dit, c'est du classique, mais les nouveaux en fait s'en rendront compte. Le stress au théâtre permet après effectivement de mieux gérer certaines émotions. Je dis pas que tout le monde peut le faire, mais en tout cas moi c'est l'effet que ça a fait. Très bien. Alors moi j'ai pas une gestion du stress parce que je l'ai dit que je n'étais pas stressé, mais j'ai plutôt une gestion du non-stress. Ok. C'est-à-dire que pour pas être stressé au moment, j'ai toute une préparation avant. Ok. C'est-à-dire que je travaille mon texte, mes chansons, mes chorégraphies, et comme j'ai tout bien travaillé avant, j'ai donné le maximum de ce que j'avais à faire avant, du coup, ça se passera forcément bien. Et s'il y a quelque chose qui se passera pas bien, ça sera pas moi le responsable, je donnerai tout ce que j'ai à faire, et je maîtriserai tellement que j'arriverai à rebondir moi personnellement, ou alors avec l'aide des personnes qui jouent avec moi, parce que ça reste une aventure collective. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que tu n'as jamais été stressé depuis que, même au tout début ? Toujours, c'est que en fait ça c'est quelque chose que je tiens de l'école. C'est que voilà, personnellement j'ai eu une seconde très compliquée où j'étais dans une classe d'exception et donc du coup j'ai eu à gérer, à être très stressé pour des choses qui n'étaient pas communs pour moi, et je me suis fait une méthode de travail, une méthode pour ne plus être stressé, pour pouvoir réussir, et c'est quelque chose que j'applique tous les jours dans ma vie. Ok, d'accord, très bien. Tu aurais besoin de la méthode, parce que je me stresse pour tout. Je t'en parlerai. On fera un tuto. Je t'en parlerai. Mais moi, du coup, je suis stressé de rien parce que j'applique ce qui m'a permis, en tout cas, de rebondir et d'être bien, en fait. C'est naturel. Damien n'a pas l'air tout à fait d'accord avec ce qu'il a. Oui, non, alors là, pour le coup, c'est plus le mari qui va parler, mais oui, le stress l'habite et qu'il anticipe. Oui. Et donc, il anticipe beaucoup de choses pour contrer ce stress, mais c'est ça. Gestion du non-stress. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'il l'est pas, mais il non, est sur scène, complètement. Non. si, je te vois des fois, non, je te jure. En fait, c'est quand tu imagines beaucoup de choses, c'est là où tu te rends pas compte, mais tu as une adrénaline qui arrive comme ça et tu le donnes aux autres, et c'est toujours plus d'imagination que tu nous offres. Toutes les idées sont. Et ça, c'est la création du spectacle. Oui, alors la création, mais la mise en scène. Oui, mais ça, c'est la création du spectacle. Mais on parle du stress sur scène. Le stress sur scène, on parle. Oui, le stress sur scène, non. Effectivement, tu as raison. Ouais. Alors, dans ce cas-là, non. Il ne communique aucun stress. Au contraire, c'est un appui. Ouais, ça, c'est génial. Voilà. On arrive bientôt à la fin de ce 18e épisode. Pardon, je vais y arriver, je bafouille. J'aimerais, c'est l'instant promo justement, donc du coup, pouvez-vous nous présenter vos troupes ou compagnies respectives ou... Voilà.
Je vous en prie. Je peux parler. Alors, non, moi, je suis président de l'association Chantons sur la scène. C'est une association dans laquelle on fait de la comédie musicale. Donc voilà, donc l'idée c'est que donc là on a une metteur en scène qui s'appelle Zélie, donc on va un petit peu changer de format cette année. On va partir sur un texte déjà écrit pour le transformer en comédie musicale, mais c'est le principe, c'est la bienveillance, c'est se faire plaisir, avoir des moments de création, pouvoir écrire des choses. Enfin c'est voilà, et on crée des univers, des spectacles, et c'est une véritable famille en fait de cœur, parce que on est tous finalement différents, des âges différents, des parcours de vie différents, mais tous avec une unité. Finalement, c'est une sensibilité, un amour de chanter, en tout cas voilà, et on se reconnaît tous en fait, et ça fait une famille assez incroyable, et on vit effectivement des grands moments où, comme dans tout moment, on a des périodes de doute, des périodes de stress, mais des périodes de joie, et il y a une espèce d'amour et de bienveillance qui fait que on est transcendé, et c'est pour ça que je suis dans cette troupe depuis 12 ans maintenant. Alors elle a un petit peu évolué au fil des années, parce qu'il y a des phénomènes de vie qui font que des personnes doivent faire des pauses ou des ménages, ou etc. Mais voilà, c'est une troupe en tout cas de cœur, et on est amateur, mais on fait quelque chose finalement qui n'est pas professionnel, mais qui se rapproche quand même du professionnel, parce qu'on a de grosses exigences, parce qu'on veut quelque chose de très qualitatif en fait. Et vous recrutez pour la rentrée 2020? Et on recrute parce que chaque année finalement la troupe peut bouger en fait, et du coup on recrute pour accueillir dans cette famille, voilà, dans laquelle en fait voilà, chacun a sa place, chacun est accueilli, et on s'éclate. Et c'est quoi les conditions justement pour rentrer dans cette asso? Il n'y a pas de conditions. C'est que par exemple, on peut avoir des personnes qui sont moins à l'aise avec le chant, mais l'idée c'est que chacun soit mis en valeur. Là où il est, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus à l'aise avec le théâtre, avec la danse. On a eu des années où il y avait des numéros de danse, parce que c'était des personnes qui étaient moins à l'aise dans le chant ou le jeu, donc ils proposaient des chorégraphies. On a également une chorégraphe qui nous fait pas mal de super chorégraphies pour faire des choses à la Broadway de temps en temps. Pas tout le temps, donc ça dépend des années, des thèmes, etc. Donc il n'y a pas vraiment de conditions. L'idée, c'est plutôt une notion d'investissement. C'est que comme on fait finalement une pièce où chacun a son rôle, a son importance, l'idée c'est que si quelqu'un n'est pas là, ça a un impact sur les autres. Donc quand on y va, c'est collectif, et on y va pour tout le monde en fait. Donc c'est plus l'investissement qu'il faut plutôt que le reste, et la bienveillance, parce que c'est ce qui fait le moteur de tout. C'est qu'on fait ça pour se faire plaisir et pour vivre une vraie expérience. D'accord, super. Qui d'autre? Moi, je peux parler de moi, donc au cours Paul Clément, donc à rebours de Laurent, c'est pas une asso. Enfin, le cours Paul Clément, c'est une école parisienne qui possède, je crois, c'est une 60aine de cours, qui va de l'initiation jusqu'à des notions professionnelles. Donc, on suit un parcours débutant, avancé, enfin, etc. Mais si je dois parler de ma troupe, donc on s'est tous rencontrés l'année dernière, en septembre 2024, et ça a été une rencontre juste magique, parce que tous d'horizons différents, on a tous à peu près le même âge, une trentaine d'années, et au-delà de la rencontre entre nous, donc on était 16, et en fait ça a hyper bien matché, tous. On a aussi une superbe rencontre avec la prof, donc Charlotte. Et tout ça a hyper bien pris, et ce qui a donné un spectacle qui, à mes yeux, à nos yeux, et au retour qu'on a eu, un truc génial.
On a même eu le droit à des retours de professionnels qui étaient assez bluffés de ce qu'on a pu faire. Donc ça, c'est assez appréciable. Et donc on repart l'année prochaine tous ensemble avec la même prof, on construit un nouveau projet. Il n'est pas impossible que dans 2-3 années, on se détache de l'école et qu'on monte notre propre association pour perdurer ensemble sur des projets qui seront peut-être en dehors des clous de ce que propose l'école. Mais en tout cas, voilà, c'est donc enfin, si vous voulez aller Paul Clément, aller sur le site et voilà, mais vous pourrez pas rentrer dans la troupe parce qu'elle est déjà constituée et on est tous là. Mais en tout cas, cette école, à travers moi ce que j'ai vécu, c'est hyper structuré, ça permet de ne penser qu'au travail de la pièce, aux personnages qu'on vous confie et de se concentrer à rencontrer les gens avec lesquels vous allez jouer. Voilà. Donc probablement ça a été aussi grâce à ça que la troupe avec la prof on s'est rencontrés et c'était une formidable rencontre qui, en tout cas on le croit tous, va donner quelque chose de pérenne sur plusieurs années. On se projette à 10 ans dans les discussions qu'on a. C'est beau. Donc voilà, mais voilà, venez nous voir. Forcément, je ferai la pub sur Insta et ailleurs, mais voilà, donc c'est en tout cas, faut faire du théâtre. Et du coup, désolé, je reprends la parole parce que je fais partie aussi d'une autre troupe T'en parles de théâtre chanté qui s'appelle donc et je joue dans un spectacle La Croisette s'amuse. Donc c'est une troupe que j'ai rejoint cette année. Qui est plus professionnelle, donc dans laquelle il y a un casting pour rentrer et donc c'est plus du théâtre chanté, voilà. Donc il y a un petit peu moins de danse, mais c'est génial. Une sorte de vaudeville. Voilà, ce sont à chaque fois des vaudevilles qui sont souvent écrits, enfin voilà, un petit peu à la Fédo. En tout cas, c'est le spectacle de cette année. Donc pour ça, effectivement, il y a un casting pour rentrer et on va préparer un nouveau spectacle pour l'année prochaine. Et en gros, on fait un spectacle tous les 2 ans. Donc c'est une troupe pour laquelle il y a 15-17 représentations. Donc, et là, on rejoue justement en septembre. On a 2 représentations où on joue au théâtre de Nesle, dans Paris. C'est le même théâtre où on est allé? Le même théâtre. À côté d'Odéon. À côté d'Odéon. Donc voilà. Dans le cadre d'un festival. Super. Alors, Bianico est de la même compagnie. Oui, et pour ma part aussi, je vais peut-être faire de la chorale, mais j'ai un casting au mois de septembre que je prépare, et il y aura aussi de la danse, puisque comme avec Laurent, effectivement, on avait des tableaux où c'était chorégraphié, c'était gentil, hein, mais moi j'aime bien la danse, et donc là, en fait, il y aura effectivement chorale plus danse, puisqu'il y a l'option avec. Et aussi dans ce qu'on va sûrement proposer l'année prochaine avec Laurent, donc ça sera le peut-être Fame. Enfin, on va voir ce qu'on va choisir. C'est pas encore défini, mais effectivement, il y aura peut-être un point de danse plus important. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, parce que j'ai plus envie de faire ça, de faire de la danse, du théâtre, du chant aussi, mais je veux rajouter un petit côté danse un peu plus important. Tu voudrais faire de la danse, c'est ça? Un peu plus. Ah, Tu pole dance? Ouais, si tu veux. Tu m'achètes une belle barre et c'est bon. Et toi, Miama, est-ce que tu veux Moi, bon, je suis monsieur le président de l'association La Folle Compagnie. C'est une association que Cédric, Vincent, avocat et moi, on a créée depuis quelques années. On l'a fait vivre, mais très subtilement. Disons que ces podcasts peut, entre guillemets, s'inscrire en fait dans le cadre de tout ce qu'on souhaite développer au sein de cette association. Pour l'instant, moi personnellement, je me dois au soutien des projets professionnels, des projets théâtraux de mon cher mari, et je continuerai à le soutenir en fait dans ses aventures, dans son podcast, dans tous ses rêves plutôt, puisque moi personnellement j'ai d'autres ambitions pour l'instant, mais le théâtre en fait a été là en tant que pilier. C'est comme quelque chose qui ne m'abandonne pas, au contraire qui m'habite de plus en plus et qui est là en attendant que simplement je dise je reviens, et quand ça sera le moment, je sais que toi tu seras là pour me soutenir, mais voilà. Du coup, pour l'instant, je me dois à toi plutôt. Oh là là, que d'honneur.
Vous avez commencé à en parler sans que je vous en parle, mais c'est intéressant. Quels sont vos projets théâtraux à venir? Est-ce que vous avez le droit ou est-ce que vous avez envie d'en parler? Voilà, je vous en prie. Du coup, moi avec ma troupe, en tant que troupe, on a plusieurs projets. Donc là, on a fait du classique avec Shakespeare. L'année prochaine, on va faire plutôt du contemporain, soit le suicidé, la réconciliation des deux Corées, donc Pomera, soit le capitalisme expliqué au débit de Montaut. Enfin, il y a différentes possibilités qui permettent de cocher les cases sur les besoins en termes de jeu. Et là, c'est là où s'exprime notre volonté d'aller plus loin, c'est qu'il y a des pièces qui se jouent sur 13 heures, même certaines sur 24 heures, et qu'on aimerait assez se lancer dans ce genre de défi-là, pour monter un projet d'envergure ou qui va embarquer tout le monde sur des enjeux assez sportifs. Mais en tout cas, c'est voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que en tant que troupe, tout le monde adhère au sujet. Tout le monde adhère à la volonté d'aller plus loin et de construire un truc d'envergure pour aller s'éclater ensemble sur un projet, quel qu'il soit. Trop bien, trop bien. Laurent, vous êtes? Du coup, mais moi j'ai 2 projets, donc via Chantons sur la scène. Donc on va avoir une petite surprise à la rentrée. Donc soit on va réadapter un Cendrillon. Cendrillon évidemment. en comédie musicale assez actuelle. Oui. Mais en comédie musicale. Soit on va partir sur du Fame. Donc il y aura un peu plus de danse, évidemment. Plus de danse. Voilà. Et on aura une surprise à la rentrée par notre professeur parce que l'idée on n'est pas sur un projet direct, en tout cas cette année. L'idée c'est faire confiance à tout ce qui va être réalisé. Il va y avoir dans tous les cas de la réécriture et on aura du coup la surprise avec toutes les nouvelles personnes qui vont arriver pour les cours d'essai où on a notre entrée d'ailleurs le 15 septembre. Pour les cours d'essai. Et sinon, mon actualité, mon prochain projet, donc avec l'autre troupe de comédie musicale, de théâtre chanté. Donc en septembre, on commence les répétitions et ça va être plutôt dans le thème une espèce d'Agatha Christie en comédie musicale en Écosse. Voilà. Donc ça va être, je pense, assez sympa. On peut donner le nom de cette troupe ou de cette... Il y a un nom ou pas? En fait, je ne connais pas le nom. Oups. Ok. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de Cédric. Voilà. Mais en tout cas, je pense que pour le prochain spectacle qu'on réalise, la troupe est au complet. Donc il n'y a pas de recrutement, contrairement à Chantons sur la scène où on varie entre 10-12 personnes chaque année. Je tiens à dire, et c'est quelque chose que je l'ai déjà dit en off à plusieurs reprises, je trouve que Paris, c'est une ville théâtre. En fait, il y a tellement d'actualités. En fait, pour les Parisiens, vous vous rendez pas compte la richesse que vous avez à Paris, ponctuellement. Il y a tellement d'associations, tellement de projets amateurs, professionnels, etc. Et je trouve ça génial. C'est pas quelque chose qu'on a partout dans le monde, et je peux le dire comme ça, ni dans les grandes villes, ni ailleurs. Et donc aux auditrices parisiens ponctuellement ou français, parce que je sais que dans les villes de France ça se passe aussi comme ça. Allez-y, foncez-vous si vous voulez faire du théâtre, n'importe comment. Il y a toujours des options et c'est génial, c'est génial. Dans toutes les langues aussi. Et si ça n'existait pas dans votre langue maternelle, allez créer votre asso et foncez. Voilà. Même les langues mortes, c'est possible. Même les langues mortes qui ne sont pas mortes. Tout à fait. Merci pour ces mots. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, un conseil peut-être pour quelqu'un qui veut se lancer Il n'y a pas de petits rôles. On l'a dit déjà. Mais
je me bats contre les projets qui disent oui, parce que j'ai participé à un projet comme ça, disaient oui, il y a, je sais pas, 300 lignes, on est 10 comédiens, il faut avoir au moins 10 lignes par personne, et ça m'égronfle parce que ça bloque en fait l'esprit de la pièce, ça bloque aussi les auteurs, et ça bloque la magie du théâtre. Il n'y a pas des petits rôles, même s'il y a une seule ligne. 300 divisé par 10, ça fait 30. Oui, Mais t'as compris, oh. Non, mais Le mathématicien qui revient. moi, je dirais à peu près la même chose. C'est en fait le théâtre, ça permet de sortir de soi-même pour ceux qui ont besoin de sortir et d'être plus libres dans leur expression de tous les jours. Donc, faut se lancer parce que ça permet de découvrir des textes, ça permet de découvrir un univers si on connaît pas le théâtre de cet univers-là, et de rencontrer des gens. Et moi, en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est la bienveillance que j'ai trouvée dans une troupe. Et ça a pas de prix. Donc, faites du théâtre, quoi. Ça permet de se trouver aussi, Je finalement. suis d'accord. C'est que ça permet de se lancer des défis, de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Et il y a un côté très euphorisant, en fait, parce qu'en fait, on vit une vraie aventure, on se donne pour y arriver, et de voir que les gens apprécient, ça donne un statut, en fait, ça officialise le fait qu'on a du plaisir et que les autres ont du plaisir. Donc il y a voilà, le théâtre, c'est une espèce d'école de la vie, en fait, finalement. C'est que tout ce qu'on fait dans le théâtre, on l'utilise tous les jours, finalement. Ça permet d'être plus libre, de moins coincé, de moins être stressé, de pouvoir improviser, de pouvoir faire confiance aux gens, de pouvoir vivre avec les gens. Et ça permet de... Voilà, c'est une vraie école de la vie. Même pour les CV, pour euh, les chercheurs d'emploi, ouais. hein, ça aide. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça répare aussi beaucoup. Après, il faut avoir l'énergie pour se lancer, il faut pas avoir peur. C'est thérapeutique. Hein. Si t'as peur, c'est que justement, c'est peut-être fait pour toi. Et ça permet d'avoir un projet. Voilà. D'avoir un projet, parce que quelquefois on peut ne pas avoir de projet, et du coup il y a quand même des échéances, etc. Et le fait d'avoir un projet concret, ça permet aussi de s'animer dans une direction. Et puis, il y a peut-être un côté, alors ça va être un peu présomptueux, mais faire une pièce où tu as le public qui, à la fin, se lève d'un seul corps, qui applaudit, ça fait déjà, c'est une énergie que tu reçois qui est juste géniale. Et te dire que les gens viennent te voir, ou voir la troupe, et pendant, en global, 1h20, oublient leur tracas du quotidien, passent du bon moment. C'est juste génial, quoi. Tu permets aux gens de s'évader. Et c'est présomptueux. Et c'est présomptueux. Et le théâtre, c'est la vie. Oui. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup les garçons d'avoir joué ce jeu. À toi, messieurs. Merci Cédric. Merci Cédric. Merci beaucoup. Vous avez le podcast le plus sexy de la planète. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.